Une dizaine de partisans de l'opposition guinéenne qui voulaient manifester à Conakry contre le pouvoir ce lundi ont été blessés par balle. C'était à Amdala lors des heurts avec la police. Les partisans de Laurent Gbagbo en exil au Bénin ont commémoré le 4e anniversaire de son arrestation et ils se sont prononcés sur la condamnation de l'ex-première dame ivoirienne. Barack Obama et Nicolas Maduro ont eu samedi un bref échange. C'était en marge du sommet des Amériques au Panama. Ravi de vous retrouver pour cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Une dizaine de partisans de l'opposition guinéenne qui voulaient manifester à Conakry contre le pouvoir ont été blessés par balles réelles lors de heurts ce lundi avec la police. C'était à Amdalaï, un quartier de la capitale guinéenne. Les tirs se poursuivaient en fin de matinée et de jeunes partisans de l'opposition étaient toujours dans les rues. Notons que l'opposition avait appelé à manifester dans toutes les communes de la capitale contre l'insécurité dont elle impute la responsabilité au président Alpha Condé. Mais les forces de l'ordre déployées en masse ont occupé tôt ce lundi matin les lieux prévus de ces rassemblements non autorisés dans plusieurs carrefours de la capitale. Le président du groupe parlementaire de la majorité, Amadou Damaro Camara, a accusé l'opposition de vouloir instaurer un climat d'instabilité dans le pays par des manifestations non autorisées. Les partisans de Laurent Gbagbo en exil au Bénin ont commémoré le 4e anniversaire de l'arrestation de leur leader politique. Malgré la distance, ils restent préoccupés par la situation en Côte d'Ivoire, notamment la condamnation de l'ex-première dame Simone Gbagbo, ainsi que la crise qui secoue actuellement le Front populaire ivoirien. Suivons quelques extraits de leurs opinions. Non, je pense que ce n'était pas un procès. La preuve, c'est que le procureur lui-même est parti en appel contre la décision rendue par la cour d'assises. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous savez que c'était tout sauf du droit. On a voulu clouer le bec à quelqu'un, on a voulu rabattre le caquet à quelqu'un, et on s'est donné les moyens de le faire. Cette dame-là l'a souffert aussi. Il faut qu'on pense à elle. Elle est condamnée injustement. Pourquoi elle est condamnée? Rien. Même le fils de Laurent Gbagbo a été condamné par délit de patronyme. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. On se rappelle aussi d'elle et on sait qu'elle a été condamnée injustement. Mais Dieu ne doit pas savoir aller. Dans tous les partis politiques, quand le leader n'est plus aux commandes et quand ça se passe de façon si brusque, donc sans préparation de cette situation, il y a toujours une période de flottement. Vous avez le FPI divisé en deux clans. Il y a un clan qui se réclame de Laurent Gbagbo, qui semble être, selon les dires de Pascal Affi-N'Guessan, le clan minoritaire. Il se trouve que la minorité est en train de mettre celui qui prétend avoir la majorité en difficulté. Quand vous avez la majorité dans votre parti, vous ne saisissez pas la justice de votre pays pour régler un problème de parti. Non, mais vous voyez maintenant qu'on ne peut pas se réconcilier dans ce pays s'il y a des gens comme Affi-N'Guessan à qui on a fait confiance et aujourd'hui qui se comportent comme ça. Non, c'est scandaleux. 4 ans après que Laurent Gbagbo a été évincé du pouvoir, ses militants en exil au Bénin se souviennent encore de cette date du 11 avril et espèrent sa libération. Reportage. La crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire a laissé derrière elle 3000 morts selon l'ONU et des milliers de réfugiés. En exil au Bénin, les militants du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, réunis à travers la coalition des patriotes ivoiriens en exil, ont commémoré les 4 ans de l'arrestation de leur leader charismatique. Pour eux, le seul dirigeant légal de la Côte d'Ivoire reste Laurent Gbagbo. Les gens savaient, avant les élections, que Laurent Gbagbo allait gagner. Le jour des élections, le premier tour, il a gagné largement. Au deuxième tour, devant leurs difficultés, ils ont mis la pagaille. Que nous avons documenté, que nous avons utilisé comme la loi le permet pour invalider les élections dans les zones où elles n'étaient pas crédibles. Ça peut faire mal, mais la Côte d'Ivoire est vassalisée. La Côte d'Ivoire est passée de l'état de droit à l'état de nature. La Côte d'Ivoire est sous domination. Ça peut faire mal, mais c'est la réalité, c'est l'état des lieux.
La seule condition pour arriver à la réconciliation reste pour eux la libération de Laurent Gbagbo afin de garantir la paix, gage de stabilité et de développement. La Côte d'Ivoire doit se réconcilier avec elle-même. Et ça ne peut pas se faire si Laurent Gbagbo est à la haine. La réconciliation entre deux parties. Les deux parties doivent être face à face, mettre sur la table chacun les griefs qu'ils ont les uns contre les autres, et puis on arrive à un compromis. Pour que le tissu social qui est si délabré actuellement se reconstitue, pour que la Côte d'Ivoire redevienne la terre d'hospitalité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, que Laurent Gbagbo soit remis dans la société ivoirienne où il a sa place. Nous souhaitons que Laurent Gbagbo soit libéré, pour que Laurent Gbagbo s'adresse à ses militants, toujours dans le sens de la réconciliation. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Nous voulons rentrer dans le pays avec notre leader pour qu'il nous explique ce qui a marché, ce qui a marché, pour qu'on puisse ensemble opérer la mue et avancer. En Côte d'Ivoire, pour commémorer cette date, Pascal Affi-N'Guessan a profité pour investir Marcel Gossio avec pour mission de coordonner les actions pour la libération de Laurent Gbagbo. Concernant la crise qui secoue le Front populaire ivoirien, il a souligné que la fronde et la défiance ne servent ni la cause du président Gbagbo, ni les intérêts du FPI, encore moins de la Côte d'Ivoire. Au Nigeria, le parti du président élu Buhari remporte la majorité des États aux élections locales. Néanmoins, le parti du président sortant Goodluck Jonathan avait repris le contrôle de l'État pétrolifère de Rivers dans le sud du Nigeria, selon les résultats officiels publiés lundi dans la matinée. Notons que l'État de Rivers était un enjeu stratégique aux élections des gouverneurs de samedi, l'essentiel de l'industrie pétrolière et gazière du Nigeria, premier producteur du brut d'Afrique étant concentré dans la région du delta du Niger, dans le sud où se situe Rivers. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin au Soudan où les électeurs doivent choisir leur prochain président. Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 25 ans, est assuré d'être reconduit. Le scrutin, également législatif et régional, doit se dérouler sur 3 jours avec 7100 bureaux de vote ouverts et 13,3 millions d'électeurs. Omar El-Béchir, soit 11 ans, sera face à 15 concurrents peu connus, alors que la plupart des partis de l'opposition boycottent l'élection comme en 2010. Le scrutin a déjà suscité des critiques de la communauté internationale. L'Union européenne a ainsi jugé que ces élections ne pouvaient donner un résultat crédible et légitime car le dialogue est contourné, certains groupes exclus et les droits civiques et politiques violés. Ces élections sont les deuxièmes multipartites depuis que le général Béchir est arrivé au pouvoir en juillet 1989 à la faveur d'un coup d'État. Le président américain Barack Obama a eu samedi un bref échange de quelques minutes avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro en marge du sommet des Amériques au Panama, a rapporté une porte-parole de la Maison-Blanche. Un acte qui, aux yeux du Vénézuélien, a du prix. Reportage. Le Venezuela s'est estimé heureux à la fin du sommet des Amériques tenu au Panama. Nicolás Maduro, le président vénézuélien, a pu arracher quelques mots et une chaude poignée de main à son homologue américain Barack Obama. Souvent tendues, les relations entre Washington et Caracas ont connu un violent coup de froid après la signature début mars par Barack Obama d'un décret imposant des sanctions contre des hauts responsables vénézuéliens accusés de non-respect des droits de l'homme. Ce décret qualifiait en outre le Venezuela de menace pour la sécurité intérieure des États-Unis, provoquant la fureur de Maduro qui a obtenu le soutien de nombreux pays latino-américains. Bueno, nos dimos la mano. Yo dije, tiendo mi mano. On s'est serré la main. J'ai dit, voici ma main. Je l'ai tendue et ensuite j'ai vu sa main et je l'ai serrée chaleureusement. Je lui ai dit, Président Obama, je ne suis pas un ennemi des États-Unis, ni mon peuple, ni ne l'était notre commandant Chavez. Nous sommes des révolutionnaires véhéments et passionnés et nous ne voulons construire que la paix. Cet entretien est le premier entre les deux hommes depuis que Maduro a succédé au défunt Hugo Chavez en avril 2013. Le président Obama a répété que l'intérêt des États-Unis n'est pas de menacer le Venezuela, mais de soutenir la démocratie, la stabilité et la prospérité au Venezuela et dans la région, a indiqué à la presse Catherine Vargas, porte-parole de la présidence américaine. Le président américain a également répété son fort soutien à un dialogue pacifique au Venezuela, pays secoué par une crise économique et politique, avec plusieurs opposants au gouvernement socialiste de Nicolás Maduro emprisonnés.
Aux États-Unis, après des mois de spéculation, Hillary Clinton a officiellement annoncé dimanche sa candidature pour l'élection présidentielle de 2016. Et même si l'ex-première dame a connu une entrée en campagne chaotique puisqu'elle a été appelée à s'expliquer sur l'utilisation de sa messagerie personnelle lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine, Hillary Clinton pourra compter sur l'efficacité redoutable de la machine politique Clinton qui a déjà propulsé son mari à la Maison-Blanche. Reportage. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Après des mois de spéculation, c'est enfin officiel. Hillary Clinton est candidate à l'élection présidentielle américaine de 2016. Après sa défaite face à Barack Obama en 2008 lors de la primaire, Clinton apparaît aujourd'hui comme archi-favorite chez les démocrates. Et si l'ex-première dame est déjà au cœur d'une controverse sur l'utilisation de sa messagerie personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle garde toutes ses chances de remporter la primaire démocrate. Ça n'affecte personne, vraiment. Rien ne prouve qu'elle faisait quelque chose de mal et tentait de le cacher avec ses emails personnels. Et puis, il est encore tôt. Donc à moins qu'il y ait des rebondissements à ce soi-disant scandale, ça ne va pas empêcher Hillary Clinton de remporter la primaire démocrate. Pour assurer son élection, Hillary Clinton pourra mettre en avant son expérience comme chef de la diplomatie américaine, sénatrice et première dame. Et elle pourra s'appuyer sur la redoutable machine politique familiale emmenée par le toujours très populaire Bill Clinton. Mais avoir un ancien président à ses côtés n'a pas que des avantages. C'est un atout, certainement, car il est le leader le plus charismatique et persuasif chez les démocrates. D'un autre côté, il y a toujours le risque que Bill fasse de l'ombre à Hillary. Et puis, il flottera toujours autour de lui un parfum de scandale. Hillary Clinton a fait des inégalités sociales un de ses thèmes de campagne et a également placé la lutte pour le droit des femmes au cœur de son discours. Si les droits des femmes sont déniés ou reniés, ce sont les droits de tous qui sont menacés. Hillary Clinton a installé son QG de campagne dans un quartier branché de Brooklyn, avec maintenant un seul objectif, devenir la première femme présidente des États-Unis le 8 novembre 2016. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.